Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et encore, comme toujours, hein, c'est, ça va peut-être vous faire rire, mais je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait, ma grand-mère, ma mère me disait, on ne mange pas avant d'avoir béni son pain. Bon, moi, c'est pas mon pain à YouTube, mais vous êtes mon pain béni. Vous êtes ma brioche. Vous êtes mon éclair au café. Vous êtes tout ce que j'aime. Le chocolat. Le chocolat. Ouais, je suis une amoureuse du chocolat. Qu'il soit, non pas blanc, mais noir, chocolat au lait. Donc vous êtes mes... Mais je vous dégusterai pas. Je vous demande juste, vous, peut-être, d'apprécier ou peut-être même déguster ce que je dis. Je, je, je suis comme tout le monde, sans que mes chevilles gonflent. Elles gonflent en été parce qu'il fait trop chaud. Non, non, mais c'est vrai que autant je suis sensible à la critique, surtout quand elle n'est pas justifiée, parce que toute critique, des fois, est bonne à dire, on peut s'améliorer avec la critique. Il n'y a aucun problème. Mais les attaques, c'est pas pareil. Autant je suis aussi sensible, en restant modeste et puis humble, à vos compliments. Et vous savez, le meilleur compliment que vous pouvez recevoir, c'est de quelqu'un qui vous aime et qui a assez confiance en vous et qu'il sait que vous avez confiance en lui, qui peut vous dire aussi bien la parole qui dérange, mais pour vous aider, que le bon mot et la gentille phrase pour vous encourager. J'en reviens encore à un proverbe, un proverbe de l'autre côté de la Méditerranée qui dit « Écoute celui qui te fait pleurer, car celui qui te fait rire souvent rit de toi. » Voilà. Alors, moi, ce n'est pas de ça que je veux parler, mais c'est quand même bon à apprendre, des fois, mettre ça un petit peu sous le coude. On ne sait jamais, parce que beaucoup ne sont pas tellement sincères. Mais la personne qui m'a dit ce que je vais vous dire est extrêmement sincère et ça m'a fait plaisir. Alors, elle m'a dit, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes vidéos, même les petites capsules, quand c'est, voilà, ça dure 15 minutes, 20, 30 minutes, ou voilà, des courtes vidéos. Mais j'aime beaucoup aussi quand tu fais des vidéos longues, parce que il y a toujours un sens, il y a toujours... il y a toujours une chute à ce que tu annonces et ce que tu dis. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec une déviance par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, à ce que vous me connaissez. Puis aussi, ça vous permettra aussi de un peu mieux me connaître, parce que c'est vrai que ceux qui me connaissent bien savent comment que je suis. Mais vous qui êtes abonnés à cette chaîne, vous entendez ma voix, vous voyez mes mains, vous voyez mes cartes, vous voyez mes délires, vous voyez aussi mon sérieux, comme vous voyez ma légèreté dans les choses, mais vous ne me connaissez pas vraiment, vraiment, vraiment. Alors, c'est un peu me dévoiler à vous pour vous expliquer et en venir à un sujet vraiment bien précis. Avec moi, il y a toujours un sujet qui est bien précis, qui emmène vers un but, et puis après, souvent, avec un tirage pour tout ce que j'ai dit, en sortir, euh, on va dire, la fin. Bon, il n'y a pas de fin en soi. Alors bon, je n'ai pas pu la faire en couleur, cette copie, parce que elle n'est pas en couleur, elle est en noir et blanc. Alors, vous savez que je suis une amoureuse des cartes, hein, et, et moi, j'arrive à rentrer dans les cartes. Les mots-clés, ouais, ça peut aider. Des fois, ça donne un indice, des fois, ça te met sur la voie. Mais quand on prend un support avec des cartes, où il y a des beaux graphismes ou bien des tableaux abstraits, je vais dire que j'ai cette petite capacité, parce que moi, je reste toujours assez humble. Je trouve que je déteste le fanfaronnage.
Donc, je ne vois pas pourquoi je m'adonnerais à ça avec vous, vous que j'estime et puis que je respecte parce que vous me regardez. Alors, j'ai imprimé ça. Bon, c'est vrai que vous ne pouvez pas bien voir. Je vais prendre une carte ici au hasard, par exemple. Peut-être pas celui-là parce que il n'y a pas trop de pas trop d'images. Peut-être même pas celui-là. Ah, peut-être. Allez, on va prendre ça. On va prendre celle-là. Voyez, j'arrive à rentrer dans l'image et vous voyez quoi là? Vous voyez une petite fée avec un encre, voyez. Moi, je peux voir au-delà de ce qui est là-dessus. Bon, ne me demandez pas comment, je ne saurais pas vous le dire. Toi est-il, c'est que je ne vous cache rien, je vous dis la vérité. Alors, dans un dessin comme celui-ci, qui est extrêmement riche, parce que ça a été fait au crayon. Alors, c'est une gravure, en fait, quand c'est même pas un dessin, c'est une gravure. Cette gravure, elle est de Pierre Bruegel. C'était un peintre graveur, Brandanxon, comme on dit. Il est né, ce monsieur, vers les 1525 et il est mort en septembre 1568 à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols. Et il avait un coup de crayon extraordinaire dans tout ce qu'il faisait. Et dans cette gravure, il a fait tout ce qui est de la paresse, de la... Allons-y presque, de la fainéantise, de la maladie. Il a fait... c'est presque sombre. Il a fait l'horloge. Vous voyez, l'horloge ici avec des bras, avec une fenêtre qui s'ouvre, avec des gens qui regardent l'horloge, qui sont sur la rive. Mais par contre, ils n'en ont rien à foutre de la personne qui se noie. Vous voyez, ceux-là aussi, par exemple, ils sont en train de pêcher. Mais bon, il y a un rat qui vient avec un bâton pour les agresser. Il y a plein de... par exemple, ici, on voit la tête du vent, une tête pour le vent, qui souffle peut-être même sous le moulin pour ramener de l'eau, qui aide les gens à s'abreuver, qui n'ont même pas peur. Hein. Regardez, il y a un monstre, ils sont carrément assis dessus. L'inconscience, l'insouciance, la fainéantise, la débauche, c'est le jeu, on va dire tout ce qui est de l'humain dans le négatif. Voyez, regardez par exemple ici, je ne sais pas si on voit bien, il y a un toit, il y a un homme et il sort du toit une hache qui va couper la tête de l'homme. C'est très, je ne veux pas dire c'est pervers, mais c'est bien imagé. C'est vraiment bien imagé. Ici, on montre le voleur qui va voler, voilà, le détrousseur, le diable qui est ici, ailé, le démon qui prend la tête de la personne, ici, la personne qui est malade et puis celui qui a l'intention, qui n'est pas faut pas dire que c'est un ange pour prendre son âme. Alors là, on voit carrément un humain qui tire cette personne qui est dans un chariot. Elle est encore vivante, mais on va l'enterrer quand même. Alors ça, c'est pas mal aussi. Regardez, la tête d'un loup, d'un malade. Il y a un animal, et puis elle est feignante, ou je sais pas, cette personne. Et bien entendu, il y a les escargots. Il y a les escargots, et puis... Le mal qui vient avec un couteau dans sa tête, qui n'a pas un genre de lézard. Vous voyez, ici, par exemple, le sanglier qui est caché dans le tronc de l'arbre. C'est une image qui en dit long, qui en dit long. Et si on vient
vous allez au fur et à mesure comprendre où je veux en venir. Et puis bien sûr, on posera une question à la fin, bien ciblée, bien entendu. Maintenant, je pense que vous avez appris un peu à me connaître. Alors, ça représentait quoi, ça? C'est la disqualification de tout ce qui est de la patience et de la lenteur et de la... C'est l'humain, tout simplement l'humain. À la fin du Moyen-Âge, la patience était comme une qualité précieuse pour qui souhaitait faire des affaires, par exemple. Les meilleures affaires étaient celles qui réclamaient le plus de temps. Voyez, le temps. Pour aller chercher la marchandise, la transporter, la vendre sur le marché et les foires. La plus grande patience était alors récompensée par les plus grands profits. Et oui, bien des années plus tard, après la mise de fonds initiale. À l'époque, ils étaient patients parce qu'ils réfléchissaient, parce qu'ils pensaient que se précipiter ne pouvait rien ramener de bon. Il disait, bon, d'où l'expression « la nuit porte conseil ». Donc, le soir, il réfléchissait, des fois, il passait des nuits blanches à compter, tout ça. Alors, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on va dire que les animaux qui étaient lents, comme l'âne, l'escargot, ben, ils étaient associés à la sagesse. Ouais, mais dès le XVe siècle, le temps ne doit plus être perdu, car il faut de l'argent. Et la lenteur cesse alors d'être admirée. Alors aujourd'hui, en 2024, avec la grande accélération qui essouffle la planète et les vivants, hein, la sagesse, où elle est la sagesse de l'escargot, voyez? Alors la sagesse de l'escargot redevient cependant un emblème des comportements adoptés pour l'humanité. Oui. La décroissance, voilà où on en est. Alors, nous entendons, nous, sur l'incarnation de la lenteur de l'escargot. On va revenir à cette époque-là dans le XVe siècle. Les marchands de cette époque étaient de faire patienter en affaires et suivaient très scrupuleusement le précepte religieux en employant des termes de manière utile pour plaire à Dieu. Pour les chrétiens, le temps est un don divin qu'il ne faut pas gaspiller, car cela reviendrait à voler à Dieu. Un péché capital connu sous le nom de paresse. Vous voyez, la paresse devient même le péché qui connaît les condamnations morales les plus sévères. On l'appelait même la mère de tous les vices, car elle ouvre la porte à bien d'autres péchés, y compris capitaux comme la gourmandise et la luxure. Eh oui. Alors les péchés auront leur bestiaire, je vais dire, car commettre un péché, c'était être un animal n'ayant conscience ni du bien ni du mal, comme par exemple la paresse, un péché intérieur et solitaire. Voyez. Alors, en s'observant comme ça difficilement, les animaux qui la représentent sont ceux qui se cachent, comme la chauve-souris, le hibou. Mais après, à la fin du Moyen-Âge, l'âne rejoint ce bestiaire de paresseux, alors qu'il était jusque-là, dans la tradition même biblique, associé à la patience, au travail obstiné, à la sagesse. Ouais. Prendre un petit exemple, dans la Genèse, c'est l'âne qui transporte Abraham et les charges de blé de Joseph, n'est-ce pas? Bon. À un autre tournant de siècle, l'âne devient, de fait,
celui qui n'avance pas et n'obéit pas, qui piétine sur place, ce qui passait pour de l'opiniâtreté et de la sagesse devient de la sottise et de l'indolence. D'une certaine manière, alors l'escargot et la limace, qui étaient jusque-là associés à la patience, sont les autres symboles de la paresse, pour leur lenteur, leur lâcheté. Bon, le limaçon rentre dans sa coquille, hein. Et leur diablerie, les cornes de l'animal, vous voyez les petites cornes de l'animal ici. Ouais. Alors ce petit bestiau est réuni dans la gravure que je viens de montrer. Et c'est l'ancien. Pour représenter la paresse. De la sagesse, on passe à la paresse. Alors maintenant, je vais dire les temps modernes et leur accélération, n'est-ce pas? Avec l'avènement de la modernité, la vitesse se trouve ensuite érigée comme vertu cardinale, associée à la puissance, associée à l'inverse de la lenteur, concocte la fragilité et comment on dit? On peut pas, comment on dit le mot? Inadaptation, voilà. Quelque chose auquel on ne peut pas s'adapter. Et c'est ce que montre notamment beaucoup d'histoires, dont un historien qui s'appelle Laurent Vidal, je crois que dans un de ses livres, Les hommes lents, je crois qu'il avait dit, la civilisation européenne érige alors à contre-modèle de l'homme moderne, l'Indien de l'Amérique et le hamac, qui lui sert de symbole, forge ainsi une image d'homme sauvage, paresseux, lent et immoral. Ouais, vous voyez. Ouais. À partir du XVIIIe siècle, les autres indolents seront les Noirs et les colonisés, représentés sous la forme de simples corps soumis à pur régime des émotions, avait écrit aussi Laurent Vidal. Enfin, les nouveaux hommes lents seront les ouvriers, dont les figures les plus connues de l'organisation du travail tâcheront de combattre la lenteur. D'abord, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelait, Frédéric Taylor, hein, et son chronométrage des temps élémentaires destinés à augmenter la vitesse d'exécution pour faire passer les ouvriers d'une allure lente, ordinaire, à une allure très rapide. Ouais. Et ça a été fait en 1912, je crois. Puis l'industriel américain, tout le monde le connaît, Henry Ford, et sa chaîne de montage, avec son temps régulier, qui fait prendre aux ouvriers une autre cadence et fait perdre aux ouvriers toute autonomie dans l'emploi de leur temps, car la tâche vient à l'ouvrier et non l'inverse, avait-il dit. Ouais. Et ça, c'était en 1926. Hein. Puis bien sûr, le père du système de production Toyota, Chiaishi, Ono, pour qui le stock est le mal absolu, le travail humain gaspillé, le symptôme d'organisation obèse par excès de production. Son antidote, lui, était de développer des capacités réflexes en reproduisant juste un temps et en cultivant le changement dans l'amélioration en continu. Ouais, ça c'était dans l'esprit de Toyota en 1989. Hein. Il compare les ouvriers et les sportifs qui battent des records de reproduction. Il fallait être productif. La lenteur ne paye plus. Voilà. On parle là du corps, hein, n'est-ce pas? Hein? On va y venir à autre chose.
Alors, cette petite mise en tension gagne désormais l'ensemble des organisations qui éliminent toutes les sources de gaspillage. La première d'entre elles était le temps. C'est ainsi que le line management, mot à mot, gestion allégée, se présente comme le meilleur remède à la lenteur des organisations qui ont laissé se développer en leur sein des stagnations, des arrêts, des opérations qui ne produisent aucune valeur. Le LEAN réduit en permanence le temps passé entre la commande et la livraison du bien ou du service. Et pour cela, il réalise un flux continu en supprimant les temps d'attente, de déplacement, tout le temps perdu à ne pas gagner de l'argent. Aucune minute n'est gaspillée, car chaque seconde de vie à chacun est précieuse. Voyez. Ouais. Si la lenteur est ainsi a été disqualifiée par la modernité, elle a aussi été l'emblème de la résistance de l'ordre établi. Les ouvriers suspectés de flânerie, ralentissant leur cadence, feignant collectivement à la vue du chronomètre. Et tout au long de la modernité, la paresse et la lenteur ont fait l'objet d'éloges dénonçant les conditions de l'industrie, l'exploitation des humains et de la nature, l'enfermement disciplinaire de l'usine, l'exportation du travail dans la colonisation, etc. Dans ces éloges, la civilisation du travail a fabriqué un monde froid, technicien, bureaucratique, artificiel, qu'il faut fuir pour retrouver le goût des plaisirs simples et le sens merveilleux, car les rêves ont été brisés par le travail qui mesure, calcule, programme et accélère. Accélère quoi? Accélère le temps. Alors, depuis les années 80, s'est constitué un mouvement autour de la lenteur, le slow. Le slow, qui n'a pas dansé un slow? Alors que avant, on dansait. Il y a certaines choses où il faut être rapide et dans d'autres, il faut être lent. Eh oui. Alors, il y a un journaliste dans les années 86, italien, je crois. Eh ben, c'était à la suite d'une protestation contre l'ouverture de McDonald's à Rome, d'après le mouvement, dont le symbole est l'escargot. Et oui, l'escargot. Il ne s'agit pas là d'aller lentement, tout le temps, mais de trouver le bon rythme. Alors, il avait dit ou écrit, je ne sais pas, nous nous battons pour le droit de déterminer notre propre temps. Ce monsieur-là, il s'appelait Petrini. Alors, aux antipodes du turbo-capitalisme, qui menace du surmenage la planète et ses habitants, la slow food privilégie au contraire le plaisir des repas, mais aussi les exploitations agricoles à petite échelle qui travaillent sans précipitation. La promotion et la lenteur s'entendent depuis à d'autres dimensions de la vie. C'est pour ça que plusieurs villes deviennent lentes en réduisant la place de l'automobile, la machine qui exprime et alimente la passion de la vitesse, la lenteur se manifeste aussi dans le monde académique, hein, avec la slow science qui résiste aux injonctions de productivité de la recherche connue sous le slogan Publish of Perish, mot à mot publier ou périr. La slow science cherche à promouvoir dans le travail scientifique le plaisir de la convivialité pour apprécier la qualité d'un travail bien fait et tirer plaisir et fierté de son travail. Vous y croyez vraiment à ça? Moi, je le dis, mais je ne suis pas totalement convaincue parce que la décroissance par cette soi-disant évolution des mentalités
Alors, peut-être qu'il y a d'autres alternatives à l'accélération qui renvoient à ce qui est convenu d'appeler la décroissance, pour que l'une de ces figures françaises, je vais parler de l'économiste Serge Latouche, la décroissance pourrait réaliser les promesses trahies par la croissance capitaliste. Travailler moins en gagnant plus, c'est ce qu'avait dit Sarkozy, non? Ouais, travailler moins pour gagner plus. Ouais. Travailler tous grâce à la civilisation des loisirs et pour travailler de toute grâce avec de nouvelles technologies. La décroissance, selon toujours Latouche, propose de retrouver la sagesse de l'escargot qui nous enseigne la nécessaire lenteur. Voyez, tout ça pour en arriver à se dire, est-ce que la croissance ne serait-elle pas négative? La critique décroissante, est-ce qu'elle porte en définitive sur la mesure de notre bonheur? Comme on nous explique par le PIB qui doit toujours croître, alors que la planète et les vivants atteignent leurs limites. Les coûts cachés de la croissance sont tellement nombreux, pollution de la planète, maladie des vivants, que la croissance est devenue pathogène. La réduction du temps de travail, ouais, l'autre il a bien dit qu'il allait nous mettre 4 jours, hein, semaine de 4 jours. Réduction de temps de travail, oui, l'une des conditions nécessaires pour continuer à envisager l'existence humaine dans une planète vivable. Mais la sagesse de l'escargot est difficilement compatible avec le capitalisme financier qui requiert des profits à court terme. La décroissance en appelle alors à une révolution mentale, une déconstruction des imaginaires. Rien ne serait plus possible sans une dépopulation. Ah, je dis ça, je dis rien, de nos mentalités, éduquées selon les principes d'efficacité et de vitesse qui, depuis le Moyen-Âge, disqualifient la lenteur et la paresse. L'escargot a pourtant une forme de sagesse. Point trop n'en faut pour éviter de s'effondrer dans sa coquille. La réduction du temps de travail permettrait aussi d'orienter l'emploi de notre temps vers des activités plus profitables, mais nécessaires sur le plan social et écologique. Elle conduira à une réduction des activités néfastes ou inutiles pour les humains et la planète, ce que l'économie de Timothée Parik appelle le grand ralentissement, qui doit d'abord concentrer les activités dont l'empreinte écologique est la plus lourde. Mais la compétition entre les nations, entre les organisations, entre les individus rend impossible la victoire des escargots, sauf à changer les règles du jeu du capitalisme, fondées sur la concurrence, sauf à considérer que la vie humaine n'est pas une course. Alors, ça vous a paru long, oui, mais il fallait absolument que j'en arrive à ça pour faire, comment dire, ma question qui va être très très pointue. Alors la question est la bave du serpent injecté. Écoutez bien la question. La bave, ou bien le venin, on va dire le venin, parce que la bave c'est à lui. Il paraît que la bave d'escargot, ça rajeunit. Paraît-il, hein, oui, peut-être. La bave d'escargot, il y a des produits qui sont faits à bave d'escargot. Donc on ne va pas prendre la bave de l'escargot, on va plutôt prendre le venin du serpent qui a été injecté à tel fait que le cerveau des gens soit en mode ralenti comme un escargot. Vous avez compris où je veux en venir? Eh bien, on va regarder ça.
Alors, la question est bien, le venin du serpent qui a été injecté, a-t-il eu un impact pour que sur certains cerveaux de gens, ben, ils sont en mode ralenti, comme un escargot. Voilà. C'est une question qui m'a été posée, mais plus directe. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien. Alors, est-ce que ça a eu un impact pour que le monde de maintenant, quand on voit que tout ce qui se passe et que les gens, ils sont là d'une lenteur, mais c'est incroyable. Alors, on va prendre 2 cartes de celui-ci. On va voir ce que dit. Alors, mes sorties l'été. Donc, l'été, ici, c'est quelque chose qui... L'été, il fait beau, il fait chaud. L'activité. En été, beaucoup d'activités. De l'activité, et puis par rapport à ce que la question en elle-même, tempérament plein d'entrain, les gens y ont été avec passion, apparemment pour une bonne vitalité, entre guillemets. Et puis la rencontre avec le solaire, donc ne pas être malade, voyez. Ouais, mais il y a la carte de la ruse. La carte de la ruse, la carte de la malice, la carte qui a agi. Ceux qui ont fait ça, ils ont agi avec astuce. Ils ont poussé les gens à la facilité d'adaptation, une faculté de compréhension. Pour eux, tout était fait en bonne analyse. Donc, le sujet que j'ai abordé, la question que j'ai abordée, la question, elle est là. Et maintenant, on va avoir la réponse, si vous voulez bien. Et là, on va mettre en 3 cartes. Alors, en 3 cartes, la question était, est-ce que ça a eu un impact sur les cerveaux des gens? Est sorti la famille, donc c'est oui. Ça a été fait par rapport, bon, il y a un échec au milieu, l'échec est au milieu, l'échec est au milieu, l'inconscience, l'insouciance et le manque de méfiance me vient. Il n'y a rien de pire que de trahir la confiance. Et c'est ce qu'on a fait avec nous. On a trahi notre confiance. On a trahi notre confiance. Alors, pourquoi ils ont trahi notre confiance? Je crois que vous connaissez tous la réponse. Hein? Alors, ils ont trahi notre confiance pour leur propre bonheur, leur propre jouissance. Et puis, bien sûr, pour qu'il y ait de plus en plus d'éloignement et qu'il y ait de plus de séparation. En fin de compte, oui, effectivement, la réponse à la question, est-ce que le poison qui a été donné par le serpent, est-ce qu'il a eu un impact sur les gens qui fait que maintenant ils sont au ralenti? Je suis désolée de vous le dire, eh bien c'est un oui. Voilà. Toi qui m'avais posé la question, eh bien voilà, la réponse est un oui. Alors maintenant, vite fait, bien fait, est-ce qu'il va y avoir une solution? L'amour, l'amitié, et se stabiliser. Donc se soigner. Oui, malgré que ce poison-là a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, il y a une possibilité déjà en s'unissant, en sortant de sa coquille. L'escargot doit sortir de sa coquille pour ne pas être comme l'image que j'ai montrée,
ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour vous faire une vidéo, si je vous ai mis ça, c'est pour vous montrer à quel point, bon, c'est un peintre, voilà, ils sont tous un petit peu perchés, un peu comme nous les voyants, on est un peu perchés, mais dans ce tableau-là, il a montré toute la comment on dit, perversité de l'humain. Il n'y a rien de positif dans cette image. Et quand on a des personnages qui ont des idées comme ça aussi noires, bon, il a, ce peintre-là, il a, comment dire, observé autour de lui ce qu'était la décadence humaine et il l'a mis dans ce tableau. Ouais. Ce tableau qui s'appelle, je crois, la paresse. Oui, c'est la paresse. La paresse. Alors là, il nous est demandé de nous stabiliser par rapport aux séparations qu'on a entre nous, de nous stabiliser. Il nous est demandé par rapport à l'éloignement, justement, de nous unir. De nous unir et de nous soutenir en plus. Et il nous est demandé de retrouver tout ce qui est joie de vivre, mais à bonne allure, ni trop vite, ni trop lentement. Et puis bien sûr, protéger notre jeunesse. Voilà. J'espère que vous avez compris le sens de cette manière de faire. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais en tout cas, moi je peux vous dire, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Et surtout, restez unis. Restez unis. Ne prêtez pas votre cerveau pour que les autres pensent avec. Pensez avec votre propre cerveau. Vous avez un cerveau et non une cervelle. Donc, quand on arrive à ouvrir les yeux et bien regarder ce qui se passe dans nous, dites-vous bien une chose, c'est que ceux qui sont en haut, ils sont là pour gagner, à nos détriments. Bye bye.